Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, Le droit de savoir, une coproduction avec Astrée Avocats. Un rendez-vous pédagogique que vous connaissez désormais bien. Le titre de cette émission est « Gouvernance de la distribution, un processus pour mieux vendre ». Vous allez tout savoir sur ce sujet qui est trop rarement, voire peu, abordé encore aujourd'hui. Nous allons passer de la règle de cette gouvernance de la distribution à la réalité concrète pour les courtiers. Vous aurez également un bilan, des chiffres très intéressants sur les impacts et les conséquences de cette gouvernance de la distribution pour votre profession. Et en fin d'émission, bien sûr, des éventuels axes d'amélioration. Sur le plateau du droit de savoir, nous avons le plaisir d'accueillir Isabelle Monalafin. Bonjour Isabelle. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Vous êtes avocate et fondatrice d'Astrée Avocats. Renaud Hahn nous a rejoint également sur le plateau. Bonjour Renaud. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Vous êtes délégué général SPV Assurance. Donc, comment mettre le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert? Vous devez probablement, pour les plus anciens, connaître cette culte du film de Robert Lamoureux. On a retrouvé la 7e compagnie. Vous savez, le fameux colonel Blanchet qui se répète l'instruction, mais qui constate que les boutons ne sont ni verts ni rouges. L'instruction était claire. Vous voyez le lien avec notre sujet, mais pas applicable. Nous allons donc essayer de voir plus clair sur cette gouvernance de la distribution et simplement essayer de faire sauter quelques petits verrous de compréhension, voire de difficultés. Alors cette première séquence va nous permettre de mieux appréhender ce qu'on appelle cette gouvernance. Isabelle Monalafin, alors en quelques mots, en quelques phrases, c'est quoi cette gouvernance de la distribution ? C'était quand même une exigence légale, Jean-Luc. C'est effectivement notre expertise dans le domaine du contrôle, puisque vous savez que c'est un peu un des axes principaux de notre activité chez Astrée, qui est en mesure, en fait, aujourd'hui, d'expliquer à tous les gens qui nous écoutent un dispositif que, bon, effectivement, actuellement, les courtiers ne connaissent pas beaucoup. Pour eux, alors on parle de POG, on parle avec des mots un peu magiques. En fait, on n'entend pas parler du tout. En fait. Alors, donc, restez, vous allez voir ce que l'autorité de contrôle prudentiel a fait sa conférence au mois de décembre et a donc publié, par l'intermédiaire d'une intervention orale, ses attendus dans ce domaine. Mais effectivement, aujourd'hui, nous allons présenter à l'ensemble de nos auditeurs nos retours d'expérience de contrôle sur ce sujet, puisque des contrôles de courtiers grossistes ont eu lieu sur 2 ans, 3 ans presque maintenant. Et aujourd'hui, on en est à la phase effectivement opérationnelle. Et puis, effectivement, leur expliquer que à la base, il y a quand même un texte de loi qui encadre cela. Et qu'il faut appliquer. Qu'il faut appliquer parce qu'on n'est pas dans une recommandation de bonne pratique, on est véritablement dans un dispositif à caractère légal. Alors, ce dispositif, c'est l'article R516.1 du Code des assurances. On se rappelle que la directive européenne a introduit en droit français un dispositif de gouvernance. Alors, ça veut dire que quand on met sur le marché un produit, on doit, avec le porteur de risque, l'assureur, définir ce produit, vérifier qu'il a un intérêt pour le marché, sa robustesse, le caractère prudentiel est évidemment très important, que le ratio technique soit viable, et on doit également définir un marché cible, c'est-à-dire des clients. Mais le règlement délégué appliquant la directive européenne, l'article 10 plus exactement, a également imposé aux distributeurs, donc ceux qui le vendent, d'adapter également le canal de distribution et les personnes qui vendent, donc le réseau de distribution, à ce produit et à ce marché cible. Donc vous voyez, les gens pensent que la gouvernance des produits, c'est que pour les co-concepteurs et ce que le produit. Non, la gouvernance des produits, c'est la gouvernance des produits et de la distribution. Et ce n'est pas simplement que les co-concepteurs, ce sont les co-concepteurs, bien entendu, et les distributeurs. Et le distributeur, particulièrement celui qui anime des réseaux, alors ce n'est pas non plus que le grossiste. Vous avez des tas d'animateurs de réseaux qui ne sont pas forcément courtiers grossistes au sens du règlement, au sens de leur code de conduite. Par exemple, des mandataires, des réseaux de mandataires, ou tout simplement des plateformes en assurance vie qui peuvent animer des tas de partenaires qui ne sont pas simplement des courtiers et qui n'ont pas non plus conçu leurs propres produits. Tous ces gens aujourd'hui doivent appliquer ce dispositif de gouvernance que nous allons donc déployer au cours de cette émission. Alors, Jean-Luc, très rapidement, 4 axes. Voilà. Il y a un cahier des charges défini par la CPR, c'est ça ? Alors, qu'on a aussi amené dans les plans de remédiation et qui, effectivement, aujourd'hui aboutissent, selon notre compréhension et selon, en tout cas, nos retours d'expérience. Nous, ce que nous proposons, c'est 4 axes, c'est-à-dire un dispositif, une organisation,
Hein. On ne peut pas parler comme ça sans avoir concrètement dans l'entreprise une organisation qui va s'occuper de ça. Ensuite, effectivement, une accréditation, un dispositif d'accréditation, une procédure d'accréditation. Il faut qu'on ait aujourd'hui un dispositif d'accréditation parce que nous passons dans le monde de la distribution sélective. Puis ensuite, le suivi de ce réseau qui passe nécessairement par la définition d'indicateurs d'alerte. Donc c'est un suivi individuel, mais également un suivi collectif. Avec un pilotage. Avec un pilotage et enfin un contrôle. Voilà en gros ce que l'on va faire aujourd'hui. Alors, on va revenir sur ces quatre étapes et les impacts et les conséquences concrètes que ça peut avoir dans vos organisations. Renouad, ce processus, vous le connaissez bien, hein, c'est SPV, mais ma première question, elle est vraiment en deux temps. C'est comment, avant la mise en place de ce dispositif, vous envisagiez vos obligations par rapport à votre réseau de distribution? Que faisiez-vous alors? Et bien sûr, comment avez-vous réagi par rapport aux règles que vient d'évoquer Isabelle Monalafa? Très bien. Clairement, chez SPV, on a connu 3 phases. La première phase, c'était avant 2017, où là, en l'occurrence, on était sur du quantitatif. C'était un peu la course au code. Et en l'occurrence, plus on avait de partenaires actifs pour distribuer nos produits, mieux on se portait. Est-ce qu'il y avait une procédure de sélection des courtiers? Non, on s'en tenait simplement à des éléments tels que l'ORIAS, mais vous voyez, donc on était au plus bas de l'échelle. De plus en plus de courtiers, quoi, en fait. De plus en plus de courtiers et de plus en plus de production. Cette étape-là, il a eu un temps, donc jusqu'en avant 2017. Et puis, au regard du succès que nous avions par rapport à la croissance des ventes, qu'est-il arrivé? De plus en plus de réclamations de clients et des taux de chute sur les portefeuilles. Donc, on s'est rendu compte que très vite, il fallait rentrer dans une deuxième phase. Cette deuxième phase, pour nous, je vais dire, c'est entre 2017 et 2020. D'accord. Là, on a mis en place un comité. Donc vous avez mûri d'une certaine façon. On a mûri par rapport à absolument sur ces sujets-là. D'abord parce que la réglementation évoluait et nous, on a toujours fait en sorte de coller par rapport à ça. Donc on a créé un comité d'acquisition et de suivi des courtiers. On a créé un pôle de réclamation, de traitement des réclamations. Et puis aussi, on a évidemment fait des investissements importants déjà à ce stade sur la partie informatique, de façon à ce que nos courtiers partenaires soient parfaitement en conformité lorsqu'ils utilisaient nos outils. 2020, on continue à avoir des réclamations en nombre important. Et donc on est rentré sur cette troisième phase à partir de 2021, parce qu'on se rendait bien compte que là aussi il fallait aller plus loin que ce que nous avions pu mettre en place jusqu'à présent. Là on s'est fait accompagner. Clairement, Astrée nous a accompagnés parce que on voulait être vraiment en avance de phase aussi par rapport au marché. Et là, de ce fait, eh bien, on a mis en place des mesures drastiques, un changement complet, en tout cas, dans notre organisation par rapport à cette nouvelle réglementation. Donc, avant cette gouvernance de la distribution, on ne peut pas dire que les courtiers grossistes, en fait, étaient inactifs quand même. Enfin, il y avait quand même un certain nombre de contrôles, enfin, ou pas. Oui, bien sûr. Tout ça existait. Oui. Tout ça existait, mais c'était de façon insuffisante ou insuffisamment formalisée. Donc, il fallait aller plus loin. D'accord. Il fallait aller plus loin. Vous aviez mesuré progressivement, comme vous l'avez dit, le niveau d'exigence. Le schéma global, donc, il existait d'une certaine façon avec les évolutions que vous avez évoquées. Mais les directives de l'époque étaient quand même insuffisantes. Oui. Par rapport à votre activité et au développement de votre activité. Absolument. En fait, tout ça ramène à un sujet quand même qui est la protection des consommateurs. C'est quand même ce qui anime en fait tout. La réglementation. Absolument tout ce sujet. Et finalement, quand vous avez soit des réclamations trop importantes ou des taux de chute sur les portefeuilles, c'est que le travail a été mal réalisé ou insuffisamment réalisé. Donc c'est pour cela qu'il nous a fallu aller plus loin sur tous ces sujets. Alors, vous nous aviez, on avait promis, de délivrer quelques chiffres à nos auditeurs qui sont toujours très très nombreux. Renaud, vous en avez quelques-uns à nous évoquer aujourd'hui ? En tout cas, dans toutes les mesures que nous avons prises, il y a eu beaucoup d'accompagnement avec les courtiers, parce que ça a toujours été un peu l'ADN de SPV. Avant la sanction, ça a toujours été l'accompagnement auprès de ces derniers.
Et en l'occurrence, il y a des courtiers, un grand nombre de courtiers qui ont pu suivre l'ensemble des réglementations qui a été mises en place, et puis d'autres qui soit n'ont pas voulu, soit n'ont pas pu. Ça a entraîné un déréférencement d'un certain nombre de courtiers. Il y a eu un avant et un après. Il y a eu vraiment un avant et un après. Un déréférencement, ça n'a pas été neutre chez SPV. Ça a été quasiment divisé par 2,5 fois le nombre de courtiers actifs dans les partenaires que nous avions. En combien de temps à peu près ? Quasiment en 24 mois. D'accord, en 2 ans, 2,5 fois de courtiers en moins de référencés au sein d'SPV. Exactement. Ah oui. Et puis, par contre, c'est divisé par 2,5 et c'est par contre les réclamations qui ont été divisées par plus de 10 sur le sujet. Donc là, on s'est dit, on est dans le vrai et il faut continuer. Donc on continue à travailler avec les partenaires avec lesquels il y a cet accompagnement. Et puis voilà, pour d'autres, on a cessé les partenaires. Parce qu'il y avait aussi un problème d'image, je suppose, pour SPV à ce moment-là, non ? Clairement, Jean-Luc, vous avez tout à fait raison. L'irréputation de SPV était ternie par justement les mauvaises pratiques de certains. Et il fallait y mettre absolument un terme parce que cela pouvait jouer aussi contre nous par rapport à des courtiers qui travaillaient bien et qui hésitaient finalement à confier du business à SPV au regard justement de cette irréputation. Donc une certaine brutalité, c'est peut-être un peu fort, mais une certaine radicalité quand même. En 24 mois, passer d'un chiffre divisé par 2,5 en termes de courtiers référencés, c'est un peu brutal, non ? Alors, oui, ça paraît brutal à travers ce simple chiffre. Pourtant, comme je le disais, dans les équipes du groupe SPV, l'accompagnement a été très fort. L'accompagnement a été très fort, évidemment, par les équipes commerciales, par les équipes juridiques, conformité. Donc, on a fait vraiment le maximum avec nos partenaires. Vous savez, notre destin, il est lié aussi à nos partenaires. Demain, il n'y a plus de partenaires. Le courtier grossiste, évidemment, a de grosses difficultés. Donc, on a fait tout le nécessaire par rapport à ça. Mais voilà, pour certains, en tout cas, l'accompagnement n'était plus possible. Et pourquoi vous les avez référencés aussi rapidement ? Ils étaient pas assez formés. Il y avait quel motif exactement à ce moment-là ? Des motifs très simples, des choses vraiment extrêmement pragmatiques. C'est des scripts de vente qui étaient utilisés, qui n'étaient absolument pas conformes à ce qu'il fallait mettre en place. Donc des discours trompeurs auprès des clients, une explication sur les produits aussi qui n'étaient pas adaptés par rapport à la clientèle, des courtiers qui n'étaient pas organisés en succursale alors que c'est une obligation. Donc voilà, beaucoup de critères qui nous ont amenés à devoir cesser ce type de relation. Alors nous allons voir tout de suite, face à cette gouvernance de la distribution, ce qu'il faut faire, en fait, en tout cas les différentes étapes. Isabelle, vous voulez apporter quelques commentaires Un complément par rapport effectivement au constat que nous avons fait sur la totalité en fait, des dossiers qu'on a pu suivre dans ce domaine, qui ont été effectivement nécessités aussi par des contrôles. Certaines sociétés ont fait l'objet effectivement de contrôles de l'autorité. C'est que voilà, on est vraiment dans un changement d'époque et dans un changement de culture. Et je pense que le choix qui a été fait par la société SPV, qui était assez courageux, mais nécessaire, de cette radicalité au travers d'un changement d'époque et d'un changement en fait de stratégie et de modèle, à mon avis, est nécessaire. Alors 2 axes majeurs. On passe dans un modèle de distribution sélective. Et effectivement, quand on passe dans un modèle de distribution sélective, c'est tout le modèle économique qui est changé. Aujourd'hui, on n'est plus sur du quantitatif, on ne code plus en allant dans un salon parce que quelqu'un va nous faire une affaire. On définit des critères en regard d'une stratégie économique de développement. Et ces critères, on le sait, dans les réseaux sélectifs, ils doivent être non discriminants, ils doivent être objectifs et ils doivent être quantifiables. Donc ça, c'est toute une culture que le courtage doit adopter. Et puis, du coup, effectivement, on va avoir des outils de pilotage et on doit piloter ce dispositif. Et ça aussi, chez les courtiers, Renaud l'a dit, et c'est vrai, il y avait beaucoup d'ADN, je dirais, verbal, affectif. Il y avait les courtiers VIP, les courtiers du copain, les courtiers copains du dirigeant, ceux que on va plus ou moins favoriser. Et les pratiques. Les pratiques. Et du coup, une espèce de déni de réalité, probablement aussi, par rapport à une absence de vision du dossier concrètement. Donc ces 2 axes-là sont tout à fait essentiels. Ceux qui nous écoutent et qui animent des réseaux de distribution doivent comprendre que c'est l'avènement du réseau de distribution sélective et la nécessité de piloter un réseau, parce qu'effectivement, et on le verra dans l'avenir, des courtiers qui ne pourront plus rentrer dans le réseau vont se plaindre. Donc il va falloir effectivement que les outils de pilotage soient suffisamment
précis et rigoureux pour que l'entreprise tienne le cap de sa distribution sélective. Alors on le voit dans le monde de l'automobile, on le voit dans le monde du luxe, les réseaux de distribution sélective, c'est très compliqué, hein, mais on est dedans et je pense que c'est un mal nécessaire, c'est même une nécessité pour protéger les consommateurs. Donc il y avait des pratiques avant, pratiques frauduleuses, on peut le dire aussi, auxquelles il faut passer à autre chose. On va le voir là. Très concrètement, tout de suite, avec Isabelle et Renaud. On va voir avec Isabelle ce qu'il faut faire, et puis on va voir avec Renaud concrètement comment ça se pratique au quotidien désormais. Isabelle, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout d'abord, un dispositif, on l'a vu. Hein. Alors, j'insiste aussi auprès de nos auditeurs. Les pratiques de contrôle aujourd'hui des DPP, ACPR, les pratiques de contrôle des compagnies d'assurance, on oublie souvent aussi qu'un courtier qui anime un réseau de distribution, qui est un grossiste, a une délégation d'une compagnie d'assurance et un mandat pour gérer les fonds que l'entreprise lui confie au travers des clients. Ce sont aujourd'hui des politiques d'audit et de contrôle fondées sur les résultats. On ne vient plus taper dans la main du courtier, déjeuner avec lui et se féliciter des résultats qu'ils peuvent avoir obtenus, soit en production, soit même en sinistre. On vient aujourd'hui quantifier des résultats en conformité. Et en réalité, c'est aussi comme ça que procèdent les autorités de contrôle aujourd'hui dans leur contrôle. Donc le dispositif, aujourd'hui, c'est très important parce que vous ne vendrez jamais rien à une autorité sans lui dire « j'ai mis du monde derrière ». Donc, le dispositif de gouvernance, c'est un organigramme de personnes physiques recrutées dans l'entreprise avec les bonnes compétences et qui vont avoir les fonctions qui vont être dédiées au pilotage du réseau et à l'accréditation du réseau. Alors, que nous dit l'autorité dans sa communication ? On travaille sur l'existant, hein, et il y avait des cellules apporteurs, je crois que chez SPV, c'est ce que vous aviez, il y avait une cellule apporteur chez SPV, il existait déjà des structures, puisque depuis quelques années, nous avions déjà l'obligation d'inventorier nos partenaires, de vérifier qu'ils étaient immatriculés au registre de l'ORIAS et de ne pas payer les commissions tant qu'on n'avait pas vérifié tous les mois, avec l'application web partenariat du site de l'ORIAS, eh bien, que le courtier était en bonne et due forme. On vérifiait un peu les formations, donc on avait déjà ces prémices, un cadre, je dirais, de structuration du réseau de distribution. Mais donc on va travailler là-dessus, mais il faut être beaucoup plus transverse. Et ça, c'est une remarque qu'on a vue pratiquement dans tous les dossiers et que nous faisons. Aujourd'hui, il faut être plus transverse, c'est clair. On impacte la direction informatique, on impacte la direction juridique et conformité et on impacte le commerce. Il est très important que les directions commerciales, les inspecteurs commerciaux, les gens qui sont au suivi des courtiers soient absolument impliqués parce que d'abord, ils sont ceux qui voient le terrain, ils sont ceux qui remontent les informations. Et donc, c'est important, effectivement, que le pilotage soit vraiment fait au réel. Et bien entendu, on implique la direction générale. Moi, j'ai trop de clients qui se débarrassent des problématiques de conformité vers leurs collaborateurs, qui ne sont pas sponsors dans leur entreprise de ces sujets. Et c'est aussi la force d'SPV, c'est que les dirigeants, qui ont pris beaucoup de douches écossaises, effectivement, au regard des réclamations, au regard de la e-réputation, finalement, qui ont pris ça un peu en pleine tête, hein, je dois dire, de façon très violente, avec toutes les remontées des associations de consommateurs, les contrôles ACPR et compagnie, eh bien, ils ont eu cette lucidité, cette intelligence, ce courage de dire stop, on arrête et on change tout. Hein. Donc les changements, et Renaud le dira, ont été radicaux, mais c'est aussi grâce à l'implication de cette direction que le dispositif a pu être mis en place. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, cette organisation, elle doit ensuite construire des procédures, donc elle doit s'auto-saisir pour redéfinir sa stratégie et rédiger ses modèles afin que le dispositif puisse être mis en place et quelque part s'assurer de son efficacité. Il y a enfin la traçabilité. Et la traçabilité, c'est le nerf de la guerre. Hein, on le sait, on est en matière administrative. On décide quelque chose, il faut une pièce. Et donc, tout l'enjeu aussi de ce dispositif, c'est d'être capable de rendre des comptes. Alors, on va voir la succession, en fait, d'étapes indispensables dans cette gouvernance de la distribution. Mais avant cette seconde étape, Isabelle, permettez-moi de m'adresser à Renaud. Isabelle a dressé le contexte du dispositif. Comment vous l'avez mis en œuvre chez SPV ? Oui, alors déjà, Isabelle le mentionnait, c'est vrai que chez SPV, on avait déjà un comité d'accréditation et de suivi des courtiers qui existait. On l'a renforcé, clairement. On a renforcé donc aussi le pôle réclamation. On est allé bien plus loin aussi, évidemment. On a mis en place, en fait, un contrôle qualité des ventes à 100%. Donc 100% des ventes sont contrôlées. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. On a mis en place aussi une structure d'audit interne qui n'existait pas dans le passé chez nous. On a séparé les équipes commerciales. On a des équipes commerciales qui sont dédiées au canal, par exemple, des courtiers de proximité et celles qui sont dédiées à la vente à distance parce que ce sont deux typologies de courtiers différents et donc deux problématiques et des besoins aussi qui sont complètement différents sur le sujet. Et puis, bien sûr, on a continué les investissements informatiques de façon à ce que tout ce que l'on met en place, en tout cas dans les outils que l'on déploie pour les courtiers,
soit parfaitement en conformité. Et enfin, et c'est un point qui est important dans ce que Isabelle a dit, mais c'était la traçabilité, tout ce qui va concerner justement la formalisation de ce que l'on fait, les procédures, etc. Tout ça, on a passé beaucoup de temps pour mettre tout ça en place. Les comptes rendus, voilà. Exactement, compte rendu de visite. Une batterie de documentation qui n'est pas... qu'il faut documenter, qu'il faut garder pour donner en termes d'éventuellement de retour. Donc, on a bien vu cette dimension du dispositif. C'était d'une certaine façon la première étape. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Si on n'est pas capable de montrer qu'on a une équipe, entre guillemets, on aura du mal à convaincre qu'on a un dispositif, en fait. Oui. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on passe à l'accréditation, Isabelle. Alors ça, c'est un peu le cœur du sujet. C'est ce dont vous parliez, Renaud, c'est-à-dire la notion de quelle va être la sélection que je vais faire. Donc, les critères qui ont été posés par l'autorité là-dessus sont très clairs. Hein. On est vraiment dans le sélectif. Voilà. Il n'est plus possible de mettre tout le monde partout. Donc, on va devoir d'abord segmenter ces marchés. Et comme vous l'avez dit, il y a en gros, aujourd'hui, la vente par téléphone et puis l'autre type de vente, le vente en face à face, mais on sait que la réglementation sur la vente par téléphone et on sait que les soucis qu'ont rencontrés les grossistes ont essentiellement concerné les problématiques de vente par téléphone. Donc, il est clair que quand on anime des réseaux de distribution, cette segmentation-là me semble assez universelle, en fait, quelque part. Mais il peut y avoir beaucoup plus. Hein. On s'occupe aussi de gens qui font de l'automobile, on s'occupe des gens qui font de l'expatriation, on s'occupe des gens qui font des produits de dommages, de l'affinitaire. Et là, les segmentations sont beaucoup plus complexes. Donc ça, c'est aussi le rôle de la direction générale, c'est le rôle des dirigeants d'aider les opérationnels juridiques, commerciaux, les informaticiens à segmenter. L'accréditation doit révéler des critères de sélection objectifs, non discriminants, mais généraux, qui permettent à l'entreprise d'aller chercher les bons à la bonne place. Ça, c'est vraiment très important. Donc, il faut concevoir ce dispositif et il faut ensuite écrire cette procédure et puis ensuite la divulguer et former les inspecteurs commerciaux qui vont recruter les personnes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important et c'est ce que demande principalement l'autorité dans le cadre de l'accréditation. Elle attend beaucoup plus des courtiers que d'aller vérifier leur IAS et la formation parce que ça, l'autorégulation s'en est chargée. Donc, évidemment, le minimum, c'est de recruter des courtiers ou des mandataires qui sont évidemment autorisés à exercer leur profession. Donc, c'est pas la peine de recommencer ce dispositif qui est aujourd'hui en plus autant contrôlé par l'association de régulation que par l'ORIAS derrière tout cela. Donc, effectivement, ça n'a aucun sens. On doit se concentrer beaucoup plus sur le fond, la compétence. Est-ce que la personne parle correctement, a des locaux propres, est capable de former ses salariés. Parce que, vous rigolez, mais c'est vrai qu'il y a parfois aussi des locaux dans lesquels il est quand même utile de se déplacer avant de confier la responsabilité de vendre l'image de son entreprise à quelqu'un, en fait. Et puis, ce que demande également l'autorité, et ce qui est très important, c'est la contractualisation avec le partenaire. C'est-à-dire que le partenaire, on ne lui dit pas simplement, voilà les critères que tu devras respecter, voilà la formation que tu vas devoir suivre, et voilà ce qu'on te demande. On va signer une convention et on viendra contrôler, dans le cadre d'un suivi et d'un contrôle ponctuel, la réalisation des objectifs que nous nous fixons en commun. Donc on est vraiment là, on n'est plus on se tape dans la main et on se fait des grands sourires. On est dans une vraie relation de partenariat. On semble à des années-lumière, en fait, de ce que vous évoquiez tout à l'heure, le référencement via code barre, QR code ou je ne sais quoi, lors d'un passage dans un salon. Et les dîners-spectacles. Voilà. Alors, on peut toujours faire des dîners-spectacles. Là, on a vraiment je ne suis pas persuadée que la Commission européenne soit très heureuse en ce moment en entendant ça. Mais voilà, on n'est plus à l'ère du dîner-spectacle. Effectivement, on va référencer en contractualisant avec nos... Et pour ceux qui connaissent le secteur automobile, puisqu'on s'en occupe aussi beaucoup, les contrats de label sont des contrats qui font 250 pages. Vous ne pouvez pas être référencé par un constructeur automobile sans passer des tests qui peuvent aller jusqu'à l'épaisseur de vos étagères qui présentent les pièces détachées dans vos concessions. Enfin, c'était quelque chose d'extrêmement élaboré. Et je pense qu'on en viendra très probablement dans l'assurance à ces niveaux de détail et de granularité, comme on le dit dans les grands milieux, pour justement préserver aussi le caractère non discriminant du réseau sélectif. Donc Renaud, on passe une accréditation très circonstanciée, très documentée, j'ai le sentiment par rapport à ce que dit Isabelle Monin à la fin, avec peut-être parfois une visite sur place auprès du courtier que vous devez accréditer pour obtenir un référencement. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui ? Oui, c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est la vie quotidienne de l'accréditation ? Et Isabelle connaît bien le terrain et c'est pour ça que je souriais parce que ce qu'elle évoquait, ce sont vraiment des exemples très, très concrets. Et en l'occurrence, donc chez SPV déjà, ce dont il fallait être persuadé, c'était
profiter des bienfaits de cette nouvelle démarche. Il a fallu convaincre. Il a fallu convaincre en interne. J'imagine. Il a fallu convaincre le commerce déjà, parce que le commerce, savoir que son courtier va devoir parcourir un vrai chemin de croix pour être accrédité, c'était pas forcément facile à faire passer, mais tout le monde l'a compris et toute l'entreprise en fait s'est alignée. Même l'interne absolument. est hyper impliqué dans cette démarche. Exactement. Et toute l'entreprise était alignée derrière ça. Donc aujourd'hui, à travers ce qu'on appelle chez nous le casque, d'ailleurs le casque, vous aurez repéré que cet acronyme, c'est le casque en protection. Le fameux comité dont vous nous parliez tout à l'heure. Exactement, tout à fait. Il est présidé chez nous par la directrice juridique et conformité. Donc elle seule a l'autorité pour décider de l'accréditation ou non d'un courtier. Et le commerce aura beau essayer de faire pencher la décision d'une façon ou d'une autre, non, c'est elle qui a cette autorité. Et on a voulu justement cette séparation des pouvoirs volontairement là-dessus. Et là, en fait, ce que l'on demande aux courtiers, finalement, c'est quasiment un scan de toute leur organisation. C'est comment ils sont organisés, d'où ils travaillent, quels sont les leads qu'ils utilisent, est-ce qu'ils ont bien les abonnements Blocktel, comment sont formés leurs collaborateurs. On fait des visites sur place, comme l'a dit effectivement Isabelle, et là, quelquefois, on repart en courant quand on a fait des visites sur place. Donc, pour nous, c'est extrêmement important aussi de faire tout ça. Et puis après, lorsqu'on travaille aussi avec un nouveau courtier, on va limiter au début les capacités qui lui sont fournies pour déjà voir... apprécier un peu exactement, le travail fourni. Vous avez raison, Jean-Luc, et faire cette connaissance. Au final, quand on a fait tout ça, ce sont 2 courtiers sur 3 que nous refusons aujourd'hui dans notre casque. Alors, pas forcément 2 que l'on refuse définitivement. Oui. Ça peut être temporaire, ça peut être parce que le script qu'ils nous ont fourni ne nous semble pas conforme, ils abordent mal le devoir de conseil ou que sais-je. Donc, on leur laisse la possibilité évidemment de retravailler dessus. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc 2 courtiers sur 3 sont mis de côté dans un premier temps par le fameux comité dont vous parliez. Tout à fait. Ce qui est d'ailleurs, alors là, cette fois vis-à-vis d'externe, n'est pas toujours facile pour les courtiers parce qu'ils nous disent, attendez, je suis codé à tel endroit ou à tel endroit, donc pourquoi vous ne m'acceptez pas? Oui, mais chacun ses critères. Et donc, en l'occurrence, voilà, les nôtres sont ceux-ci et on pourra retravailler ensemble si vous respectez tel ou tel élément. Donc un moment important du dispositif, l'accréditation, vous l'avez évoqué tous les deux. Ensuite, c'est quoi l'étape d'après, Isabelle? Le suivi. C'est le suivi, c'est ça? Le suivi, parce qu'une fois qu'on a effectivement déposé ces critères et qu'on les a d'une certaine manière affichés, parce qu'il faut qu'ils soient publics, bien évidemment, pour être non discriminants, l'entreprise, elle doit piloter tout cela. Donc le suivi, il se fait à différents niveaux. Ce que dit l'autorité, c'est que déjà, effectivement, il faut que l'autorité puisse vérifier, en fait, par la construction d'indicateurs d'alerte et donc d'outils de pilotage. On est un peu comme dans un tableau de bord, en fait, et on a effectivement défini des paramètres qui vont permettre à l'entreprise de piloter de façon collective son réseau. Donc elle va dire, voilà, alors, la plupart du temps, on a des critères qui sont un peu généraux. Effectivement, les réclamations. C'est quand même déjà un bon baromètre pour se demander si on a des pratiques commerciales qui sont plus ou moins trompeuses. Ce que je veux dire aussi à nos auditeurs, c'est qu'on est vraiment sur les pratiques commerciales. Moi, j'ai beaucoup de courtiers qui, j'allais dire, essaye de compliquer les choses alors que je pense qu'il ne faut pas les compliquer. On n'a pas à se mettre actuellement, en tout cas, sur des dispositifs de lab, sur la problématique éventuelle de dispositifs de contrôle. La plupart de nos animateurs de réseau, ce qui pilotent, c'est du commerce. Ce sont des mandataires, ce sont des vendeurs. Donc, concentrons-nous déjà au démarrage de ce dispositif de gouvernance de la distribution sur les pratiques commerciales. En tout cas, pour le moment, c'est ce qu'on a compris des attendus de l'autorité. Elle est vraiment venue chez les courtiers grossistes pour leur dire il faut piloter vos réseaux de distribution sur leurs pratiques commerciales. Donc, il faut vraiment que nos indicateurs d'alerte travaillent sur ces sujets. Alors, la réclamation, bien sûr, les résiliations anormales. Le client qui, alors qu'il est assuré, et qui va résilier, soit par une résiliation, vous savez que maintenant, beaucoup de produits sont en infra-annuel, ou en tout cas à tout moment. Quand vous allez constater des mouvements qui sont relativement peu conformes à ce qu'on peut attendre d'un portefeuille, il faut vous poser des questions. Et puis, vous avez aussi le multi-équipement. Un client qui va se retrouver avec 15 fois le même produit, on peut quand même se poser des questions. Et on a vu des cas de multi-équipement à 15 contrats. Donc, ce n'est pas des choses qui sont des vues de l'esprit. On a aussi ne pas respecter les critères de souscription. Alors, c'est plus là pour les activités dommages, parce que pour les activités d'assurance de personnes, c'est quasiment impossible d'assurer une personne sans les critères. En dommages, c'est beaucoup plus difficile. On peut passer par la trappe, avoir des fausses pièces aussi. Donc, la vérification des faux relevés d'informations en automobile, la vérification des fausses pièces d'identité. Donc,
là aussi, le courtier doit être très rigoureux et on a beaucoup de difficultés sur les courtages de proximité à leur faire comprendre que oui, un nom patronymique, il faut faire attention à son orthographe, il faut vérifier un certain nombre de pièces, les permis de conduire, les cartes grises. Ce sont des sujets qui, aujourd'hui, sensibilisent effectivement beaucoup plus les courtiers parce que, d'abord, leur compagnie derrière leur disent oui, c'est tolérance zéro, on ne va pas continuer à délivrer les cartes vertes et à payer les sinistres alors que les gens n'ont pas de permis de conduire et nous, on n'a pas de fonds de garantie derrière. Et puis, ensuite de cela, en fait, vous avez de mauvais résultats et vous nous posez aussi un risque d'image, mais surtout un risque, effectivement, de sanctions au titre de la gouvernance, puisqu'on a un fondement légal, je le rappelle à ceux qui nous écoute, c'est pas de la soft law, tout ça, c'est l'article 10 du règlement sur blanc, c'est clair, c'est précis. On l'a toujours dit, quand c'est arrivé, cette gouvernance de la distribution, c'était 10 lignes dans le Code des assurances, et on s'est dit, c'est la manière dont on va construire tout ce parcours client réglementé pour protéger effectivement l'assuré en termes de lisibilité et de pratiques commerciales. Alors Renaud, dans ce cadre de ce suivi, vous nous avez évoqué l'accréditation avec cette phase importante. Maintenant, dans le suivi, donc vous demandez quasiment à vos partenaires de vous rendre des comptes. C'est un petit peu ça, la vie quotidienne du suivi du réseau, mais ils doivent un peu halluciner, non, d'une certaine façon. Enfin, je ne sais pas, mais... Alors, on n'aura pas demandé l'analyse de sang, donc pour l'instant... Vous n'avez pas les résultats ? Non, on n'a pas les résultats sur le sujet. Mais c'est vrai qu'il y a eu un vrai changement de paradigme. On était avant avec une casquette un peu de distributeur de produits, et puis on est vraiment devenu dans une relation extrêmement partenariale avec les courtiers. Au tout départ, ils l'ont vécu un peu comme quelque chose d'intrusif. J'imagine. On rentre chez eux, on ouvre les livres, on prend nos équipes qui vont sur leur plateau de production, qui écoutent les vendeurs, qui prennent des casques, qui donnent des conseils et autres. Donc, ce sentiment d'intrusion que certains ont pu avoir au départ, il a été très vite gommé. Il ne faut pas oublier que au bout du compte, ce sont des chefs d'entreprise, tous ces courtiers. Et ils ne sont pas ennemis de leurs intérêts. Ils se sont très vite rendus compte qu'ils devaient absolument changer s'ils voulaient continuer à exister, s'ils voulaient continuer à gagner de l'argent et de façon très pragmatique, bien servir les clients. Donc, ça s'est fait de cette manière-là, dans ce suivi. Et un des éléments très forts pour nous aura été aussi le contrôle des ventes à 100% que j'évoquais. Ça a été une première, on est les seuls sur le marché aujourd'hui à le faire. J'espère d'ailleurs que ça deviendra... 100% des... 100%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule vente qui ne soit pas contrôlée par nos soins. C'est-à-dire on rappelle donc le client 2 heures, 3 heures ou une demi-journée après en disant voilà, est-ce que vous avez bien compris ce que vous avez acheté ? Vous en avez compris les garanties, vous en avez compris les exclusions, vous avez compris quel montant vous devez payer, etc. Et on fait ce contrôle. Et là, on voit tout de suite si le client est favorable à l'achat, si ça a été de la vente forcée ou pas, s'il a besoin du produit. C'est très important parce que derrière, on fait des retours aux courtiers en disant, là, manifestement, sur tel ou tel sujet, vous avez une problématique. Soit vous avez une problématique dans votre présentation, soit vous avez une problématique avec tel ou tel agent, parce que ça, on peut aussi le repérer. Donc, il y a un côté très pédagogique qui se fait aussi avec les courtiers sur cet aspect. Vous me disiez d'ailleurs, Renaud, en préparant cette émission, je vous cite, vendre bien, c'est aussi avoir un portefeuille qui tient mieux. Oui. Et c'est finalement un revenu pour le courtier qui va être au final supérieur. Je pense qu'il faut aussi faire peut-être passer ce message, non ? Bien sûr. Effectivement, cette phase d'accréditation, puisque cette phase de suivi, c'est pas... Elle est payante. Elle est payante, quoi. Vous avez raison, Jean-Luc, c'est très vertueux. Et c'est pour cela que je vous disais que les chefs d'entreprise ne sont pas ennemis de leurs propres intérêts. C'est qu'ils l'ont très vite compris. Ils ont très vite compris que faire de la production à tout va et puis en avoir 80% qui chutent au bout d'1 ou 2 ans, tout le monde était perdant, quoi. Tout le monde est perdant. Le client est perdant, lui il est perdant, l'assureur est perdant, le courtier grossiste est perdant. Donc c'est de toute façon un modèle qui ne pouvait pas tenir plus longtemps. Mais qu'on a eu du mal à faire comprendre nous-mêmes à notre niveau. C'est un sujet qui est un peu récurrent. On a beaucoup de difficultés à faire comprendre aux courtiers que d'une certaine manière, la rigueur, le modèle, la stratégie est une aide pour la croissance et la performance dans l'entreprise. Et du coup, au-delà de définir cette stratégie, c'est aussi allouer les moyens. Et c'est vrai que la notion de suivi est très importante dans la dimension qu'a choisi de mettre en œuvre SPVI. Nous on n'y croyait pas trop à ce contrôle 100%. Parce qu'effectivement, c'est la première fois que j'entends ça. Mais je dois le dire aussi, c'est pas du tout acquis de l'autorité. Ça, elle est très claire là-dessus. Elle ne l'a pas du tout demandé. Mais c'était un choix de l'entreprise. Un choix stratégique. Et un choix stratégique.
Et c'est vrai que nous, ce dont on a eu peur, c'était que ça ne puisse pas être fait, parce que c'est quand même des volumes de vente très élevés. Et ça s'avère en fait extrêmement payant. Pourquoi ? Parce que je crois que Renaud, ce que vous avez dit est très important. Il y a eu aussi, associé à ça, ce souhait d'axer le suivi sur la pédagogie, d'axer le suivi sur ce qui va bien, plutôt que ce qui va mal, ou ce qui ne va mal, c'est pas ça va mal, c'est ça doit être amélioré. Oui. Et du coup, je pense que les réseaux ont trouvé finalement aussi un change, une monnaie d'échange à cette contrainte, c'est qu'ils se professionnalisaient. Et du coup, je pense que c'était ça la bonne idée. La bonne idée, c'était de se dire, on regarde tout, mais en fait, ensuite, on en parle pour mener des actions correctives et non pas pour toujours la bâtonnette, sanctionner ou critiquer. Parce que le courtage vit aussi dans ce sentiment, je dirais, de manque de reconnaissance. Et je pense que les grossistes peuvent aussi contribuer à redorer cette image, mais tout en étant assez pédagogiques avec leurs partenaires pour leur montrer que ça appartient aussi aux partenaires de montrer qu'ils sont capables. Et donc, cette vertu-là, je pense qu'elle est essentielle dans le suivi. Oui. C'est très juste. Moi, j'ai eu des exemples de courtiers qui étaient furieux contre leur propre service qualité au regard du contrôle que nous faisions, nous, en disant, mais comment, moi, mon service qualité a pu faire passer des choses comme ça alors que SPV nous retoque sur telle ou telle affaire. Et ils se sont vite rendus compte de la pertinence, effectivement, du contrôle qui était effectué par SPV. Et en plus, on a des benchmarks. C'est-à-dire qu'on est capable de dire au courtier, tiens, cher courtier, tu vois, on valide tes ventes à hauteur de 75 ou 80%, et il y en a d'autres, c'est à 85 ou à 90, etc. Donc, pour eux, ils se rendent compte aussi du chemin qu'il leur reste aussi à parcourir. Donc, l'aspect pédagogique est extrêmement important. Donc, on l'a vu, un engagement très, très fort, mais j'imagine, on est entre nous, que ça n'a pas été sans conséquence, d'une certaine façon, je ne sais pas, sur la production, sur le chiffre d'affaires, Renaud. Oui, bien sûr, ça a été un... Ça, j'ai eu les oreilles qui sifflent. Oui. mais en l'occurrence, on a réussi à compenser tout ça. Je vais vous donner l'exemple. Oui, parce que c'est des recrutements, c'est des organisations, c'est du temps passé, c'est un temps fou. C'est une baisse drastique et complètement hallucinante de la production. Donc il faut l'accompagner financièrement. Il y a quand même des emplois derrière tout ça. Je vais vous donner un chiffre. On faisait 10 000 contrats par mois de petite prévoyance. Vous savez, tout ce qui est IJH, tempo d'essai, GAV. On en fait 300 aujourd'hui. On est passé de 10 000 à 300. Donc évidemment que c'est une chute énorme sur cette partie-là. Par contre, on l'a compensé. On l'a compensé parce qu'on est allé chercher d'autres produits. Des produits finalement que les clients achètent et pas des produits que l'on vend aux clients, comme la santé individuelle. Et notre chiffre d'affaires finalement est resté stable grâce à ça. Malgré tout ça. Exactement. Et je suppose qu'aussi vous gardez plus longtemps vos clients. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez d'ores et déjà le mesurer, mais la rétention doit être un peu plus forte et avec des revenus donc associés. Mais en fait, c'est le nerf de la guerre. C'est de pouvoir retenir le plus longtemps possible ses clients. Parce qu'on sait très bien que sur la première année, les coûts d'acquisition sont tels que finalement, vous êtes, grosso modo, vous êtes à zéro quand c'est l'acquisition d'un client sur la première année. Et c'est après, effectivement, que vous commencez à gagner de l'argent. Donc c'est tout l'enjeu de pouvoir avoir des durations de contrat qui soient supérieures. De gagner des points de rétention supplémentaires pour accroître les indicateurs. On va passer la quatrième étape, Isabelle, on à la fin. Le contrôle. Qui est un peu, j'allais dire... la synthèse en fait d'un dispositif, c'est-à-dire qu'on accrédite, on suit, puis après il faut quand même contrôler effectivement. Alors le contrôle il a deux dimensions. Il va être un contrôle ponctuel au regard des indicateurs d'alerte. On doit avoir en fait quelque part un dispositif agile. On détecte tout de suite une anomalie, une plainte, une fraude, un dispositif tout à fait ponctuel sur un réseau, un courtier, voire même un point ou une localisation. Il faut tout de suite que finalement le dispositif puisse envoyer quelqu'un, alerter, pourquoi pas quand il le faut dénoncer ce qu'il faut dénoncer, déréférencer, suspendre. Vous voyez, il faut que le dispositif soit agile. Mais ce qu'il faut également, et c'est ce qui est demandé, il faut un plan de contrôle. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, tout le monde y passe. Alors, il n'y a pas véritablement de requis là-dessus. L'autorité chacun fait un peu... Alors, on a quand même, nous, on recommande quand même de se caler un peu sur ce qui a été prévu pour l'autorégulation, parce qu'on pense que c'est ça. C'est-à-dire, en gros, contrôler ses partenaires au moins tous les 5 ans. Après, c'est toujours la même chose. Il appartient
au dispositif, c'est-à-dire à la gouvernance, de voir en fonction de la taille de son réseau et surtout des moyens qu'elle alloue, d'avoir quelque chose, encore une fois, qui va fonctionner. Parce que je rappelle, ce qui sera vérifié, ce sera l'opérationnalité. On a promis quelque chose, on le sait promis quelque chose, il faut le faire. Donc c'est pas la peine d'aller écrire des procédures où on dit qu'on va contrôler tout le monde tous les ans. Si on a 3000 partenaires, on n'y arrivera pas. Il va falloir une armée de contrôleurs. Il faut donc définir des plans de contrôle et puis on va mettre l'emphase plus sur ceux à risque. Les gros producteurs, on va peut-être pas aller contrôler tous les ans quelqu'un qui fait 10 dossiers, qui est un agent général et qui fait une activité de courtage accessoire. Bon, il y a peu de risques que celui-là ait des difficultés. Néanmoins, si un jour on a une grosse réclamation d'un de ses clients parce qu'il appelle en disant qu'il s'est fait forcer à... là, on va aller le voir. On va se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est un contrôle qui est à deux niveaux. Alors, bien entendu, très important, il y a des rapports de contrôle. C'est là, de nouveau, où autant le suivi reste interne au dispositif de gouvernance, autant le rapport de contrôle, il est contradictoire, il est vraiment partagé avec le partenaire, et puis ensuite, il faut qu'il y ait des axes de suivi de la remédiation. Et donc, essentiellement fondé sur des aspects pédagogiques, mais qui peut aussi et qui doit, il est important également d'envisager, malheureusement, des mesures de police, des mesures de sanctions, des suspensions temporaires pour un produit sous conditions de formation, des référencements définitifs. Voilà, tout ce dispositif-là doit être formalisé, testé et évidemment efficace. Alors Renaud, comment vous, dans la vie courante de l'entreprise, vous déclenchez ces contrôles? Vous avez peut-être défini des indicateurs clés, je ne sais pas, comment ça se passe concrètement? Oui, nous on a 3 indicateurs principaux qui finalement suivent la vie du contrat. Le premier, c'est évidemment les résultats des contrôles des ventes, nos contrôles qualité. Donc déjà, on voit tout de suite quel est le taux de validation de chacune des affaires. Premier indicateur. Le deuxième indicateur, ce sont les taux de chute que nous constatons sur les portefeuilles. Les taux de chute à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois, à 24 mois. Donc voilà, tout ça est extrêmement normé et on a un vrai tableau de bord sur le sujet. Et notre troisième indicateur, ce sont les réclamations. Toutes les réclamations qui remontent au regard évidemment de la volumétrie de vente de chacun des courtiers, mais elles sont toutes analysées, qualifiées et tous les mois, dans le cadre justement toujours du CASC, un comité d'accréditation et de suivi, ce sujet est mis sur la table et on passe au crible tous les courtiers qui ont connu des réclamations et on en analyse les causes. Et sur la partie activité téléphonique, prospection téléphonique, vous contrôlez les enregistrements, je ne sais pas, comment ça se passe? Oui, alors typiquement, lorsqu'on fait les contrôles qualité, on est amené aussi très régulièrement à demander des enregistrements aux courtiers, soit de façon spontanée, soit à travers une réclamation que nous aurions reçue, où là aussi, systématiquement, on demande des enregistrements, et là, pareil, analyse et pédagogie auprès du courtier en fonction de ce qu'on en a pu écouter. Toute cette procédure de contrôle, c'est vous qui la faites, c'est tout purement interne, c'est pas chez le c'est pas une entité. Non, pas externalisé. Non, pas externalisé. Non, absolument. Notre choix a été vraiment d'internaliser complètement toute cette partie-là. D'abord parce qu'en plus, en ayant eu ce côté assez intrusif vis-à-vis des courtiers, on s'est dit si on le fait faire par une tierce partie, ça passerait encore moins bien. Donc, mais certains avaient déjà peut-être des procédures internes de contrôle, non? Ça n'existait pas? Oui, bien sûr, vous avez raison. Donc, certains en avaient, mais notre discours était de dire c'est clair, c'est nous. C'est nous, et voilà, comme ça, vous mettez de côté ça. Nous, on s'en occupe. De toute façon, c'est important. Ça fait partie de la belle, oui. Ce sont des requis des compagnies aujourd'hui. La responsabilité, et c'est très important aussi d'en parler, la responsabilité, là, elle repose essentiellement sur le courtier grossiste ou courtier animateur de réseau, ou distributeur animateur de réseau. Parce que j'appelle aussi que les compagnies d'assurance qui ont des réseaux d'agents généraux sont finalement aujourd'hui tenus de mettre en place les mêmes choses. Et dans ce contexte-là, moi je pense qu'il y a deux travers à l'externalisation. C'est qu'elle est précoce, pour moi elle est prématurée par rapport à la culture. Je pense que oui, on est dans un ADN assez affectif et je pense qu'il est peut-être pas très habile commercialement vis-à-vis de son réseau, de tenter de se débarrasser sur un tiers parce que ça montrerait d'une certaine manière que l'entreprise n'assume pas ses choix stratégiques de son réseau de distribution sélective. Nous, effectivement, c'est le retour d'expérience que nous avons. Il nous est arrivé d'avoir ces demandes de nos clients, d'effectuer des contrôles pour leur compte. On peut le faire très ponctuellement sur des très grosses sociétés, parce que là, il faut de la ressource, il faut véritablement des compétences. Mais en réalité, on pense que le choix aussi qui a été fait par SPV, très intelligent à ce niveau-là, parce que c'est un choix, en fait, encore une fois, d'accompagnement du courtier. Je pense qu'ils ont aussi vécu cette période du contrôle comme quelque chose qui pouvait leur permettre de fidéliser et d'accompagner leur réseau vers une meilleure professionnalisation. Oui. C'est hyper
hyper important de le dire, parce que voilà, beaucoup de courtiers ont ce sentiment qu'on va mettre en place des 2 papiers, on va externaliser 3-4 contrôles, et puis voilà, et puis ça ira comme ça. Voilà. Non, on est vraiment sur un sujet qui est hautement à risque pour la pérennité de ces activités. Et dans ce contexte-là, oui, je crois qu'il faut vraiment que les entreprises prennent en main cela. Donc effectivement, de façon proportionnée, il ne s'agit pas d'écraser la mouche avec le marteau-piqueur. Et c'est pourquoi je dis, on est là que pour contrôler les pratiques commerciales. Commençons déjà par ça. Certainement dans l'avenir, on contrôlera bien d'autres choses. Mais pour le moment, contentons-nous de cela, c'est déjà pas mal. Absolument. On va aborder la dernière séquence de notre plateau, c'est cette gouvernance de la distribution. Vous l'avez pointé du doigt tout à l'heure, Isabelle Monin-Lafin, les risques liés à cette gouvernance de responsabilité avec les enjeux de responsabilité. Et puis nous allons terminer par peut-être les axes ou les évolutions, on les appelle comme on veut, qui seront peut-être à revoir selon vous, Isabelle. Alors oui, moi je voulais insister sur le fait que j'ai un peu le sentiment, alors aussi Jean-Luc, parce qu'on est un petit peu en démarrage de communication sur ces sujets, c'est quelque chose de récent, les publications, on le rappelle, elles sont très récentes puisque l'autorité a communiqué au mois de décembre. 2022. Mars. C'est vrai que les textes n'étant pas écrits, alors tout le monde ne va pas dans le règlement délégué de la Commission européenne, je l'entends, mais voilà, il faut s'y mettre parce que les enjeux de responsabilité administrative, je rappelle, il est tout à fait certain que les juridictions judiciaires n'auront pas véritablement à statuer sur ces sujets, c'est des sujets réglementaires, des sujets en fait de conformité. Mais néanmoins, vis-à-vis des personnes qui animent des réseaux de distribution, c'est très important qu'ils prennent la mesure des risques qui leur incombent parce que nous sommes certains que l'autorité ne va pas s'enquiquiner, aller voir tel ou tel courtier de proximité, elle tapera sur la tête parce que c'est quand même beaucoup plus facile. Et c'est aussi une responsabilité qui incombe à l'animateur de réseau. Donc il faut vraiment que, aussi culturellement, les courtiers comprennent que c'est leur responsabilité. Ils sont quelque part responsables de leur réseau. On a eu toujours ce discours et ce dialogue pendant pas mal d'années avec les grossistes qui ne voulaient pas ça, qui ont toujours un peu plaidé ce côté non, c'est au courtier direct, c'est le courtier direct, nous on est... Ben non, en fait. Le courtier direct, c'est ton partenaire. Il est là pour vendre. Oui, il est responsable de la relation qu'il a avec son client, bien évidemment. Mais il y a quand même cette relation de mandat et surtout cette relation un petit peu de compagnon que doit être le courtier grossiste. Et je pense que toutes les enquêtes l'ont toujours démontré, c'est l'attente des partenaires directs. Ils veulent ça de leur courtier grossiste. Donc ça, c'est important. Et dans un deuxième temps, oui, on a sur la partie vente par téléphone des vrais sujets aujourd'hui de stabilisation de cette réglementation sur le démarchage téléphonique, notamment par rapport à cette notion appel sollicité, appel non sollicité, la réglementation, elle n'est pas vraiment mise en place. On a des sujets de discussion sur ces process, d'où, je le rappelle, la décision qui a été prise de contrôler 100% des ventes est un axe, à mon sens, qui est assez productif, en tout cas assez vertueux. Un exemple, mais d'une certaine manière, parce que dans ce contrôle qualité, le client, on lui dit, est-ce que vous étiez d'accord pour qu'on vous appelle? Et si le client, il dit, bah oui, j'étais très content et tout s'est très bien passé, on n'aura plus de sujet. Parce que effectivement, je pense que ce qu'il faut qu'on partage aujourd'hui, c'est que cette réglementation est un petit peu alambiquée, elle a plutôt légiféré par la négative, et on a tant au niveau des sourceurs de leads sur Internet que des courtiers grossistes qui exploitent ces contacts avec ces notions de preuve de consentement et ces parcours un peu dissociés, des difficultés aujourd'hui de mise en œuvre opérationnelle pour justement segmenter ces deux canaux de distribution. Alors on entend tout et un peu n'importe quoi sur le marché. C'est normal, on apprend en marchant, c'est très récent, mais ce sont des choses qu'il faudra probablement dans l'avenir faire évoluer. Avec un dispositif, vous l'avez rappelé, qui s'adresse à tous, tous ceux qui animent des réseaux de distribution. Il faut le rappeler, vous l'avez dit en début d'émission. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, la vente par téléphone, c'est aujourd'hui quelque chose qui se développe beaucoup. Les gens, le digital, le numérique, la distanciation a néanmoins remis en place la nécessité d'avoir un contact physique ou en tout cas téléphonique avec le client. L'assuré, aujourd'hui, il veut un peu plus d'humain, je pense. Et donc, il est évident que les plateformes téléphoniques ont de l'avenir, mais il faut qu'elles soient qualitatives. On va voir tout de suite après les éventuelles pistes d'amélioration, vous allez nous dire, c'est suspense. En tout cas, premier bilan pour vous, Renaud, quel est-il ? Moi, je dirais un bilan extrêmement positif, très vertueux par rapport à tout ce qui a été mis en place. La vente à distance, on s'est posé beaucoup de questions sur le fait que est-ce qu'elle allait continuer. Nos courtiers nous interrogeaient aussi très souvent face aux successions en tout cas de changements de réglementation en disant mais est-ce qu'on veut notre mort, et finalement eh bien quand on travaille bien,
quand on met en place les bonnes mesures, on s'aperçoit que finalement, on revient à un métier très basique, où là, on s'attache vraiment aux intérêts, à la protection du consommateur, à sa véritable envie de souscrire tel ou tel produit d'assurance, et ça fonctionne. Sincèrement, ça fonctionne. Et ils retrouvent même une rentabilité qu'ils avaient pu perdre justement dans le passé. On voit cet aspect vertueux, hein, c'est un peu le titre de notre plateau, hein, un processus pour mieux vendre, donc valoriser aussi son cabinet, ses activités. Isabelle Monin-Lafin, une réaction avant qu'on voit les pistes d'amélioration éventuelles? Alors, une réaction, et effectivement cette piste d'amélioration dont j'ai déjà parlé, qui est que, voilà, je pense qu'il faut que tous les gens qui nous écoutent aient conscience qu'il faut qu'ils s'accompagnent cette conduite du changement, qui est une conduite qui vient bien au-delà de la réglementation, qui est une conduite culturelle chez eux, vraiment. Au cœur de l'entreprise. Donc ça fait 20 ans que l'ADN verbal est secoué par la formalisation par écrit, mais là il y a carrément l'ADN affect qui doit être bousculé par des critères peut-être moins sexy, j'allais dire, mais qui sont néanmoins nécessaires pour envisager la protection du consommateur. Alors on rappelle que la dimension, on en a souvent parlé aussi sur ce plateau, Jean-Luc, elle concerne aussi la lisibilité, la compréhension des produits, la pédagogie, l'humain. Et en fait, l'axe d'amélioration, il va passer par là. Et moi, mon souhait, c'est que les autorités qui contrôlent tous ces acteurs comprennent également que passer du temps au téléphone avec un client, ça compte également dans l'explication. Tout ne revient pas nécessairement à la formalisation par écrit, parce qu'on voit qu'on empile beaucoup de textes, de papiers, de documents précontractuels, d'explications écrites. Il n'en demeure pas moins que le consommateur, il ne sait pas lire ça, ou en tout cas, il n'a pas forcément la possibilité de lire tout seul. Et on voit que l'amélioration de la pédagogie des courtiers, qui reste aujourd'hui en moyenne, Renaud, en moins 1 heure au téléphone avec le client, parfois plus, eh bien, est un facteur absolument même fondamental et très performant pour l'amélioration de la qualité du service. Donc c'est ça aussi, c'est ça que je voudrais faire passer comme idée, c'est que arrêtons de croire que tout se fait par écrit. Non. Il y a beaucoup de contacts humains et oraux qu'il faut absolument préserver, mais sous couvert, bien entendu, d'une très bonne formation des conseillers. On en a souvent dit, ça a toujours été mon dada, c'est que la formation, c'est très, très important. Il faut former les collaborateurs. Mais il faut tenir compte de la réalité du terrain. Mais la réalité du terrain, c'est que les gens préfèrent qu'on leur parle, qu'on leur explique verbalement, parce que lire, ils ne savent pas. Renaud, une dernière petite réaction avant que nous terminions ce plateau? Je dirais que moi, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, il y ait une pause réglementaire. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place. Et je pense que tout ce qui a été mis en place était légitime. Et qu'en l'occurrence, vertueux, et ça porte ses fruits. Donc, laissons-le un petit peu de temps pour montrer le résultat sur le sujet. Et puis le deuxième aspect, moi j'ai un vœu, c'est qu'il y ait une harmonisation aussi entre les courtiers grossistes, entre nos confrères, soit sur le sujet par exemple des contrôles qualité à 100%, pourquoi pas, mais aussi par rapport aux fermetures de code que l'on peut faire. On sait pertinemment qu'un courtier à qui nous on va fermer le code, il va aller chercher le guichet chez un autre courtier grossiste. Et il va passer comme ça de courtier grossiste en courtier grossiste, et finalement ça dessert totalement la profession. Donc, on se parle beaucoup entre courtiers grossistes aujourd'hui, et je pense que voilà, on a encore mieux à faire. D'entraînement peut-être. Oui, il y a encore mieux à faire sur le sujet. Tout à fait. Parfait. Des petits commentaires, non? Je crois qu'on a vraiment vu l'intégralité. Peut-être signaler à nos clients astrés qu'un pas à pas spécifique sur ce sujet sera accessible sur la plateforme de l'assistant réglementaire dans quelques jours, et qu'ils pourront donc dans ce contexte pouvoir reprendre effectivement les points qui ont été développés dans cette émission. Eh bien, merci de votre écoute, Isabelle Monin-Lafin. Merci de votre présence pour cette émission. Merci Renaud Hatt de votre présence, de tous vos chiffres qui vont, je l'espère, en inspirer plus d'un. Une émission riche, un très très beau sujet, la gouvernance de la distribution, très didactique, mais aussi très 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 concret. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une prochaine émission du droit de savoir.